Dans le vol du 11 septembre 2001, 11 terroristes sur les 15 étaient des Saoudiens. Pourtant, quand les Américains ont dénoncé, déstabilisé, envahi, ils n'ont pas touché à ce pays, l'Arabie Saoudite. Alors que 11, c'était bien plus de la moitié. Dans cette vidéo, je vais expliquer le lien clair entre l'Arabie Saoudite et la création du terrorisme arabe. Disclaimer avant que la vidéo commence, ne jugez pas trop ce pays avant d'avoir vu toutes les parties. Ça va commencer ici. Et ça va. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde qui a comme blase le nom d'une famille. Le fondateur du pays, c'est Abdelaziz ibn Saoud. C'est pour ça que c'est l'Arabie Saoudite, la dynastie des Saouds. C'est aussi un pays qui s'est jamais fait coloniser. Pendant très longtemps, c'était juste un désert rempli de tribus bédouins. À l'est, il y avait les Anglais qui étaient intéressés par le pétrole, et à l'ouest, l'Empire ottoman qui occupait la Mecque. En 1932, pour créer le pays qu'on connaît maintenant, Abdelaziz ibn Saoud va unifier les tribus alentours à travers des mariages et aussi en expliquant que lui et les tribus bédouins, nous, on est des vrais musulmans et que les autres étaient des corrompus, ou plus précisément des mouchriks, surtout ceux qui dirigeaient la Mecque à l'époque. Je m'explique. 200 ans en arrière, son arrière-grand-père Mohamed ibn Saoud a allié sa famille à celle de Ibn Abdel Wahhab, celui qui a créé le fameux wahhabisme, qui est une forme de salafisme. Le pacte entre les deux hommes est simple. Une famille s'occupe de l'armée, du politique, et l'autre du religieux. Encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, tous les responsables religieux sont littéralement des descendants de la famille Abdel Wahhab. Mais du coup, en quoi consiste cette vision d'islam? Le salafisme, ça vient de salaf. Les salafs, c'est les compagnons du prophète, ainsi que les deux générations qui les suivent. Du coup, t'as une interdiction de faire ce qui n'était pas pratiqué par eux. Tu peux pas faire grand chose. Ensuite, la critique la plus connue de ces religieux, c'était qu'il y avait des musulmans qui faisaient du polythéisme, du shirk, et qui vénéraient pas que et uniquement Allah. Ça paraît logique, mais ça va extrêmement loin, vous allez comprendre. Quand Abdelaziz va conquérir la Mecque et Médine, les endroits les plus sacrés d'islam, le Saoud a dû expliquer que les dirigeants de l'endroit, qui étaient des descendants directs du prophète Mohammed et gouvernants des lieux depuis littéralement 700 ans, qu'en fait, ces gens étaient des hérétiques et des traîtres. Premièrement, des traîtres, bon là je vais un peu dérailler sur le sujet, mais c'est important. À l'ouest, à ce moment-là, c'était plus vraiment l'Empire ottoman, mais le royaume du Hedjaz. Ce qui s'était passé, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, en échange d'une révolte intérieure pour déstabiliser l'Empire, le shérif de la Mecque, Hussein, a demandé aux Britanniques un grand état arabe et indépendant. Les Anglais lui ont dit « Oui t'inquiète, on fera ça quand on aura gagné, en attendant, aide-nous ». Résultat, il s'est juste fait scam, s'est fait utiliser comme un pion, et la France et la Grande-Bretagne ont découpé le reste de l'Empire ottoman à la scie. Deuxièmement, pour revenir au point principal des hérétiques, faut savoir qu'à cette époque, quand les gens allaient faire leur pèlerinage à la Mecque, il y en avait qui allaient prier, vénérer à d'autres endroits, comme par exemple d'anciennes mosquées historiques, ou des tombeaux appartenant aux fameux compagnons du prophète, ou même ceux de sa famille, dont beaucoup de musulmans portent le nom. Des fois, les gens demandaient indirectement à travers ces personnages des bénédictions ou des protections, en pensant que le personnage en question est proche de Dieu, donc il allait mieux plaider leur cause. Pour les wahhabites, ça, c'est interdit, c'est une forme de polythéisme, c'est du shirk. Le fait qu'on laisserait faire ça à la Mecque, c'est une preuve d'un islam corrompu. Là, vous allez me dire, ok Dexio, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi c'est important? Alors en fait, quand Ibn Saoud a envahi le royaume du Hedjaz, ses leaders religieux ont pas juste interdit les endroits que les gens ne devaient pas aller vénérer. Non, ils vont tout détruire. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a 90 à 95% des bâtiments, datant d'il y a plus de 1000 ans, qui ont été détruits. Il ne reste plus que ces photos qui sont devant vous, qui ont été prises au début du XXe siècle. Je m'auto-censure sur ce sujet. Après, ce que je dis là, c'est de l'info publique. Vous pouvez chercher vous-même, mais honnêtement, faites attention à vous. En février 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, Abdelaziz ibn Saoud va rencontrer le président américain de l'époque, Roosevelt. Ils vont faire un pacte simple, la garantie du pétrole, même en temps de guerre, contre la sécurité du pays et celle de la famille royale. Ce pacte, qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, va être pas mal utile. Être protégé par les Américains dans cette région du monde peut rendre pas mal service. En 1960, en Irak, plusieurs pays producteurs de pétrole, voyant que les Occidentaux soit les arnaquent, soit les jouent les uns contre les autres pour baisser les prix, ils décidèrent de s'allier entre eux pour contrôler les prix du pétrole, et ainsi vont créer l'OPEP. Dans les années qui suivent, à cause d'une guerre au Moyen-Orient contre Israël, nommée la guerre du Kippour, l'OPEP va décider de multiplier les prix du pétrole par 4, ce qui va trouer l'économie occidentale. À l'époque, ça avait tellement pulvérisé le pouvoir d'achat des gens, que 1973 est quasiment devenu une date comme 1914 ou 1945. Donc, quelques mois plus tard, les Américains vont repartir encore une fois voir les Saoudiens, mais cette fois-ci, pour une raison un peu différente.
Après la Seconde Guerre mondiale, le dollar était devenu la monnaie du commerce dans le monde entier. Les Américains avaient convenu que quoi qu'il arrive, tu pouvais le convertir en or à un prix fixe de 35 $, ce qui amenait pas mal de stabilité. Pendant la guerre du Vietnam, les Ricains commençaient à imprimer tellement de dollars que les gens voyaient que ce délire de conversion or, ça devait plus vraiment tenir debout. Un fameux exemple, c'est Charles de Gaulle, qui avait envoyé des navires de guerre et des avions Air France réclamer notre or aux Américains et se plaignait de leur énormissime privilège. Par donc peur que le dollar ne reste pas la monnaie qui domine le monde, ils ont eu une idée ingénieuse. Demander aux Saoudiens de vendre leur pétrole uniquement et seulement en dollars. Et comme les Saoudiens sont les plus gros producteurs de pétrole au monde, tous les autres pays pétroliers, même ceux qui détestent les US, sont obligés de suivre, car sinon c'est pas pratique. C'est comme par exemple quand t'es obligé d'avoir Insta car tout le monde a Insta. Ou Snap quand tout le monde a Snap. Les monarchies pétrolières qu'on connaît très bien, comme le Qatar, le Koweït, les Émirats ou même l'Arabie Saoudite, ont tous leur monnaie indexée sur le dollar. Genre comme le franc CFA en Afrique, qui est indexé sur l'euro. Pardon Tanti, faut me donner 100 francs. Bref, du coup à ce moment, les Américains ont retourné un énorme problème, le pétrole, qui avait quadruplé de prix, dans leur plus grand désavantage, le pétrodollar. Mais en réalité c'est une utilité bien plus profonde. Je m'explique. Si on fait en sorte que tout le pétrole dans le monde se vende uniquement et seulement en dollars, comme maintenant c'est la ressource la plus chère et demandée dans le monde, toutes les banques à travers la planète vont se mettre à stocker énormément plus de dollars pour pouvoir acheter du pétrole. Ce qui va faire que du coup les Américains, s'ils impriment encore plus de leur monnaie, les prix qui montent, leur inflation, c'est tout le reste de la planète qui va payer avec eux, vu que tout le monde aura de géants stocks de dollars dans leur banque. Donc au final, comme ils pourront imprimer encore plus que tout le monde, car ça se dilue à travers tout le monde, ils pourront encore plus s'endetter que tout le monde, donc avoir un plus gros budget que tout le monde, donc investir encore plus dans la défense que tout le monde, et ainsi rester la première puissance militaire mondiale et dominer la planète jusqu'à que tout ça s'arrête. Oh my god, I'm going to lose. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. I live with my dad. I want to help her out. Speed, I'm watching the stream while you try not to laugh, bro. That's disrespectful as shit, bro. The fuck is wrong with you, bro? Stop fucking laughing, bro. Y a une réelle question qu'on peut se poser. Pourquoi les Saoudiens, qui sont censés être pro-Palestine, vont laisser des Américains avoir un levier aussi puissant sur le monde, alors que littéralement ils arment Israël, et qu'à la base c'est censé être la raison originelle de pourquoi ils ont augmenté les prix du pétrole. Alors je vais la faire simple, pour eux, Israël c'est un ennemi, mais pas une menace. Regardez la carte, vous allez comprendre. Premièrement, on a l'Égypte, qui a 7 fois la population de nos amis saoudiens. Ils ont eu un roi qui s'est fait chasser par des révolutionnaires qui souhaitaient remplacer toutes les monarchies du Moyen-Orient par un État arabe laïque et socialiste. De plus, dans un pays frontalier à l'Arabie Saoudite, le Yémen, ils financent directement une révolution contre la monarchie du pays. Ensuite, on a l'Iran, la fameuse Perse. J'irai plus en détail dans d'autres parties de la vidéo, mais pour être direct, ils ont 6 fois la population de l'Arabie Saoudite. Un roi à l'époque qui s'appelait le Shah des Shahs, soit le roi des rois, juste parce qu'il voulait faire chier les Saoudiens. Et avec le temps, ça va pas du tout s'améliorer. Ensuite, le meilleur pour la fin, l'Irak, 2 fois la population de l'Arabie Saoudite, armée jusqu'aux dents. Là, l'histoire, c'est que la famille royale s'est fait exécuter dans son propre palais par des militaires socialistes qui sont aussi alliés des soviétiques et armés par les soviétiques. Si vous regardez la carte, là c'est l'Irak. Là c'est les réserves de pétrole saoudiennes, celles du Koweït. Bref, s'il n'y avait pas la protection américaine, Saddam Hussein, le plus long dirigeant de l'Irak, aurait complètement envahi l'Arabie Saoudite. À cette époque, soit tu reçois les armes des soviétiques, soit celles des Américains. Sinon tu restes avec chameau plus sabre. Chameau plus sabre, les plus grandes réserves de pétrole au monde. Bon, les soviétiques, eux, ils ont pas besoin de pétrole. Plus, si t'es une monarchie religieuse, t'es pas trop dans la DA, comme diraient tous les gros. Tout ce que je viens d'expliquer jusqu'ici, la création du pays de la dynastie des Saouds, l'alliance avec les Américains, les prix du pétrole qui ont quadruplé, va amener à un résultat. La famille des Saouds devient littéralement la famille la plus riche au monde, ou très facilement parmi. Et donc maintenant la réelle question, qui est au centre de cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent ? Bon, je pense que c'est là où c'est un peu parti en couille. Comme ils avaient des dollars, ils se sont mis à tester des trucs d'occidentaux. Ils commençaient par exemple à avoir des autoroutes, des voitures, ou même littéralement des concerts de musique. Et surtout, lui là assez important, des cinémas. C'est là qu'il faut imaginer ces gens qui regardent des films. Mind if your wife comes along with me? Est-ce que ça vous ennuie que votre
Je rappelle que la vie de ces gens avant, c'était lait de chameau, plus dattes, plus vivre dans une tente, lire le Coran et aller d'oasis en oasis dans le désert. Je simplifie grandement, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc une partie des thunes est partie dans moderniser, tester des trucs occidentaux, ce qui va bien évidemment poser des problèmes, vous inquiétez pas. Et une autre partie, qu'on va voir maintenant, dans l'enseignement islamique et l'exportation du wahhabisme. Oui, c'est là que ça va... Comme vous le savez, la famille Ibn Saoud est liée à la famille de Wahhab. Avec tout l'argent qui est rentré, les Wahhabites ont commencé à avoir pas mal de pouvoir. Sous 30 ans, leur budget pour exporter le wahhabisme autour du monde était de 100 milliards de dollars. Ajusté à l'inflation, on tourne autour des 400 milliards aujourd'hui. Ça a créé des choses extrêmement étranges. Ou par exemple, en France, si tu reçois un courant gratuit, ça veut dire que c'est un courant wahhabite salafiste venant d'Arabie Saoudite, où tu auras une traduction et des annotations de bas de page qui vont tourner vers une certaine vision du monde. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit en France, mais en réalité c'est toute la planète. Car c'est le seul pays au monde possédant un budget entier dédié à l'imprimerie de courants gratuits. Ils ont une usine qui en imprime environ 20 millions par an, dans le plus de langues possible. Avec leurs 100 milliards, ils ont aussi construit énormément de mosquées, comme par exemple au Bangladesh, environ 560. Prenez aussi en compte que 1 milliard au Japon et 1 milliard au Bangladesh ou en Égypte, c'est pas la même puissance. D'ailleurs, il y avait un énorme problème, c'est que même s'ils ont énormément d'argent, en réalité, influencer le reste du monde musulman de ton islam, qui est assez spécial, ça se règle pas qu'avec de l'argent. En fait, le wahhabisme, c'est un islam pour des tribus du désert, qui vivent en clan. C'est très spécifique. Genre, spécifiquement, faut porter allégeance au roi. C'est comme, par exemple, bon, je vais être un peu direct, c'est les idéologies communistes, marxistes, c'est fait pour les sociétés industrielles, et ça dit de faire une révolution. T'as le christianisme, c'est fait pour les sociétés agricoles. Si vous lisez l'histoire de Jésus, il fait beaucoup de métaphores en rapport à l'agriculture. En France, si vous prenez les trucs politiques, comme le macronisme ou le mélenchonisme, oui, je suis désolé, c'est un peu gênant. Bah, dans l'idéologie elle-même, t'auras des techniques pour gagner des élections. Genre, c'est fait pour les élections. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, le wahhabisme, comme je disais, c'est très féodal. Donc, ils ont cherché à l'adapter, moderniser, pour mieux influencer le reste du monde avec. Mais, ça va créer quelque chose de mauvais. Avant de continuer la vidéo, je tenais juste à préciser que ce que je dis sur l'Arabie Saoudite, ça s'applique surtout années 70-80, avant les années 2000-2010. Genre, maintenant c'est différent. Le fait c'était qu'avant, tout le monde s'en foutait du musulman radical. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans cette vidéo, je fais mal justice à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils sont pas pro-terrorisme. Les premiers problèmes que ça va engendrer, c'est chez eux en fait. Juste l'histoire est un peu épaisse, et j'expliquerai dans d'autres parties. Bref, du coup, je vous laisse finir la vidéo. Pour la faire simple, ils vont créer les écoles les plus prestigieuses du monde musulman. Comme ils avaient la Mecque et Médine, les endroits les plus sacrés de l'islam, c'était possible. Plus ils pouvaient jeter de l'argent par les fenêtres, donc les bourses, les logements, etc. C'était plus simple. Ensuite, comme il y avait beaucoup de pays arabes qui étaient musulmans, mais pas aussi matrixés, ceux qui étaient un peu trop radicaux, même très radicaux, se faisaient souvent chasser ou bannir de leur pays. Et ils venaient se réfugier en Arabie Saoudite. Dont certains qui étaient très réputés et qui avaient beaucoup d'expérience pour créer des associations, des partis politiques, un message convaincant auquel les gens vont s'identifier, ou même juste poser des bombes, on va être cash. Ils venaient pas mal d'un certain mouvement nommé les Frères musulmans, qui venaient d'Égypte. Ils vont faire des profs, des enseignants dans ces écoles. Et ce mouvement égyptien est la philosophie / vision d'islam qui a eu le plus d'influence sur le terrorisme arabe. Pour vous donner une idée, le frère du personnage, philosophe, penseur le plus important de ce mouvement, il va enseigner dans ces écoles saoudiennes à un jeune littéralement nommé Oussama Ben Laden. On commence à toucher pas mal le fond, à réunir tous les ingrédients. Mais avant, qui sont les frères musulmans? Mr. B6000. Tout ce que oui, je vais finir juste au début. J'ai mis Ibn Abdel Wahhab et Mohamed Ibn Saoud, j'ai mis des photos, mais c'est pas eux. Si j'aime bien les photos, tu sais, ils sont stylés, genre, mais c'est pas eux. Parce que eux, ils sont trop vieux pour avoir une photo d'eux-mêmes. Genre, tu sais, ils ont vécu avant même la photographie. Et même ça, avant, on faisait pas de peinture ou que ce soit, parce que c'est des pays arabes. On travaille beaucoup trop pour cette merde là, putain de merde.